notre temps, c'est comme de la salade. Donc, les gens qui veulent capter notre temps d'attention, c'est comme des lapins. Donc, dans un monde où il y a beaucoup de lapins, il y a peu de salade disponible. Même votre temps de sommeil est du temps potentiellement commercialisable. Donc, le smartphone est une vraie rupture, parce que l'Internet, c'est la création du réseau, et le smartphone, c'est la création, j'allais dire, de l'économie du temps à l'ère numérique. C'est-à-dire que vraiment là, notre temps, et donc nos données, commencent à avoir énormément de valeur, parce que 24 heures sur 24 peuvent être potentiellement commercialisées. Il y a une trentaine d'années, naissait Internet. On rêvait alors d'une liberté absolue, d'une mise en réseau des connaissances, d'une émancipation et d'une démocratisation par le savoir. 30 ans plus tard, l'utopie a laissé place au cauchemar. C'est la polarisation sur les réseaux sociaux, c'est l'abrutissement par le flux de données qui nous enchaîne à nos smartphones que nous touchons plus de 600 fois par jour. Alors comment en est-on arrivé là? Comment décrypter ce qui nous arrive et qui est une mutation vertigineuse à l'échelle de l'humanité? Nous allons essayer de le comprendre avec mes invités ce soir. Nous nous demanderons comment nous sommes passés de cette utopie d'Internet à ce cauchemar, si la révolution de l'intelligence artificielle annonce une révolution encore plus vertigineuse, et comment, face à ces défis, faire face? Faut-il interdire ou bien contrôler? Voilà les questions que nous allons nous poser ce soir avec Muriel Popa-Fabre, experte au Conseil de l'Europe, et Bruno Patino, président d'Arte. Bonsoir à tous les deux, merci d'avoir accepté cette invitation. Je vous présente Muriel Popa-Fabre, vous êtes experte au Conseil de l'Europe et vous êtes spécialisée dans les enjeux de régulation, notamment autour de l'intelligence artificielle, des enjeux très pointus que nous allons essayer de décrypter ce soir et de démocratiser. Merci d'être là. Bruno Patino, bonsoir. Vous êtes président d'Arte. Vous réfléchissez depuis longtemps à ces questions. Vous avez publié un livre remarqué, La civilisation du poisson rouge, sur l'économie de l'attention et de la manière dont nous sommes sans cesse sollicités du point de vue attentionnel. Et vous publiez ce livre, toujours chez Grasset, Submersion, un livre que je recommande fortement à nos téléspectateurs, qui est un formidable petit ouvrage qui résume les principaux enjeux que fait peser la submersion. Ce que vous appelez la submersion, on va y revenir, c'est-à-dire comment nous sommes engloutis par un flux de données où nous n'arrivons même plus à choisir et peut-être des pistes esquissées pour essayer d'en sortir. Merci d'être là. Alors, je voudrais qu'on commence ce débat par cette question, à mon avis, très importante, c'est comment on est passé de l'utopie d'Internet au cauchemar d'aujourd'hui. Enfin, cauchemar, peut-être que le mot est un peu fort, mais en tout cas, c'est ce qu'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire la polarisation, l'asservissement aux algorithmes, etc. Et pour cela, il faut peut-être revenir justement à ces années 90 où il y avait un peu cette utopie d'Internet. Et je voudrais vous citer cette citation qui est bien connue. Hein. C'est la déclaration d'indépendance du cyberspace, écrite en 1996 par John Perry Barlow, qui était un libertaire américain, il me semble. Américain, tout à fait, oui. D'ailleurs, qui commençait en citant cette phrase de Jefferson, « Seule l'erreur a besoin du soutien du gouvernement, la vérité peut se débrouiller toute seule ». Exactement. On voit bien ce que ça donne sur les réseaux sociaux. Il disait, donc je le cite, c'est assez naïf d'ailleurs, « Nous créons un monde, Internet donc, où chacun, où qu'il se trouve, peut exprimer ses idées, aussi singulières qu'elles puissent être, sans craindre d'être réduit au silence ou à une norme. Nous allons créer une civilisation de l'esprit dans le cyberespace. Puisse-t-elle être plus humaine et plus juste que le monde que vos gouvernements ont créé ?» Alors, Bruno Patino, est-ce que cette civilisation qui a été créée sur Internet est plus humaine et plus juste que celle qui l'a précédée? Je crois que moi, je suis ravi que vous fassiez allusion à la déclaration du cyberespace. C'est, comme vous l'avez dit, 1996, c'est-à-dire même au tout début de l'Internet grand public, puisqu'en fait, on est dans le moment où ça va se démocratiser, mais ça va vraiment décoller à partir des années 2000-2001, en réalité. Peut-être qu'il faut revenir 2 minutes sur ce côté utopique, sur qui était John Perry Barlow, que vous mentionnez. Moi, j'ai eu la chance de le connaître. C'est parce que ça dira beaucoup de l'utopie, si vous voulez. C'est-à-dire, vous mentionnez effectivement Jefferson, donc il y a cette idée déjà nord-américaine qu'on appelle le marché libre des idées, c'est-à-dire de croire, alors vous pouvez trouver ça naïf ou pas, mais c'est la base encore du premier amendement aux États-Unis, c'est-à-dire cette conviction permanente que l'homme, l'être humain, est rationnel, et que donc dans le marché libre des idées, il préférera toujours la vérité au mensonge, ou le fait réel à l'erreur. Et donc cette idée, c'est qu'effectivement, il faut laisser toutes les idées et tous les faits s'exprimer, parce qu'à la fin,
la vérité l'emporte. Donc il y a ça, d'abord cette idée jeffersonienne qui est très présente chez John Perry Barlow. Il y a deux autres choses. Vous avez très bien dit, c'est un libertaire, c'est-à-dire qu'il ne croit absolument, et c'est fondamental pour ce qui va nous arriver en réalité, il ne croit absolument pas au rôle interventionniste de l'État, à la régulation. Il pense que tout ça, c'est vraiment, si vous voulez, des entraves à la liberté individuelle et créative. Et en plus de ça, c'est quelqu'un qui est, et il l'a souvent partagé, très, très, comment dire, presque spirituellement animé par la noosphère de Teilhard de Chardin. C'est-à-dire qu'il pense qu'à un moment donné, en mettant en relation toutes les idées, l'information, la connaissance, ça donne naissance à deux choses dont on mentionnait beaucoup l'existence au début des années 2000. La première, c'était ce qu'on appelait l'intelligence collective, c'est-à-dire que nos intelligences mises en réseau sont plus puissantes que des intelligences parcellaires, que l'information mise en réseau fait progresser la connaissance, que l'agora, nourrie par une espèce de bibliothèque d'Alexandrie universelle, crée ou contribue à la sagesse de l'espèce humaine, et par ailleurs que la mise en réseau donne l'économie du partage, c'est-à-dire que nous sommes tous profondément généreux et animés par ce souci de partager, et que donc l'Internet, tel qu'il voit émerger dès 1996, pour lui, c'est la mise en réseau de l'information, de la connaissance et de l'économie de partage. À une seule condition, il le dit dans sa déclaration du cyberespace, que les États, les législateurs ne s'en mêlent pas. Laissez-nous tranquilles, on créera un monde utopique. Cette force utopique, elle a été très présente. Pour moi, elle est encore présente. On en voit des traces dans Wikipédia, par exemple, ou dans des traces limitées. Mais de la même façon qu'il n'y a pas de déterminisme, c'est-à-dire que la technologie n'a pas créé cette utopie-là, même si un certain nombre d'entre nous, on était plutôt proches. Moi, je faisais déjà du numérique en début des années 2000, j'étais assez enthousiaste sur ces idées utopiques. De la même façon, ce qui se passe en ce moment est très dysfonctionnel, mais ça n'est pas forcément la dystopie non plus finale. Voilà. Muriel Popafave, quel regard vous jetez, vous, sur cette utopie qui a pu naître au début et comment elle s'est transformée progressivement ? Moi, je dirais que déjà, cette utopie continue, parce qu'il y a très clairement un mouvement qui n'est pas pour la régulation dans le monde de la tech, même si les faits sont en train de contredire ce mouvement de l'esprit de liberté. Je pense qu'il y a quelque chose que le fait technologique ne peut pas dénaturer, de cette envie d'être avec les autres par le partage. Et qu'en effet, Wikipédia en est un peu le témoin, même s'il est très orchestré aujourd'hui, il y a beaucoup de vérifications. Mais il reste néanmoins que les données sont devenues de moins en moins partagées au sens des années 90, et elles sont de plus en plus la propriété d'entreprises. Et nous sommes nous-mêmes pas vraiment conscients de ce qui se passe avec nos données. Un exemple, j'ai beaucoup aimé quand vous parliez de la fabrique permanente de notre caricature. Et j'ai pensé que ça correspondait au fait qu'aujourd'hui, une personne comme vous, comme moi, qui utilise son portable normalement sans faire vraiment attention, peut être catégorisée. Ce sont 300 différentes étiquettes sur la base du traçage de ses mouvements dans l'espace, sur la base de la façon dont on scrolle nos applications, ou encore qu'est-ce qu'on a liké dans notre historique. On peut demander toutes ces données, sur RGPD, on peut demander toutes ces données. Il y a des laboratoires qui visualisent toutes ces données une fois qu'elles ont été demandées, et on se rend compte qu'on est une addicted mom, donc une maman addict à son téléphone. On se rend compte qu'on est quelqu'un qui se dégonfle rapidement, selon d'autres étiquettes, ou encore qu'on est quelqu'un qui résiste très peu à la tentation, donc qui craque quand il achète, ou bien si ça existe, le mouse tracking existe aussi. Donc on peut être suivi, on peut être catégorisé selon des profils psychologiques des années 70 qui sont assez opérationnels. Sur la manière dont on bouge notre souris sur l'écran, sur les sites marchands. Donc toute cette caricature de nous-mêmes avec laquelle qu'on visualise pas tous les jours. Moi, je suis contente de ne pas voir tout ça visualisé dans un graphique tous les jours. Mais vous pouvez. Mais on peut aujourd'hui. Il y a un laboratoire en Suisse qui travaille là-dessus, et à Lausanne.
Et donc, ce que je trouve intéressant, si vous voulez, c'est de se rendre compte qu'un algorithme de recommandation est ce genre de caricature de nous-mêmes et qu'il faut qu'on vive avec. Et que ces données ne sont pas forcément partagées dans l'esprit des années 90 aujourd'hui. En fait, il s'est passé deux choses, si vous voyez bien, c'est-à-dire que cette utopie d'horizontalité absolue, aujourd'hui, là, on peut dire qu'elle est terminée. C'est-à-dire qu'il y a eu, comme le dit très bien Muriel, il y a eu à la fois une centralisation et une privatisation d'Internet. C'est-à-dire dans une main d'un nombre d'acteurs. Alors certes, il y a une infinité d'acteurs dans le domaine numérique, mais ceux qui comptent se comptent sur les doigts d'une main. Et voilà. Et si vous voulez, cette centralisation et cette privatisation, elle s'est faite évidemment sur des motifs économiques. Et donc aujourd'hui, dans la réalité, pour une part, on a affaire à une sorte d'oligopole de fait. Là, je rejoins totalement sur l'économie des données. Et l'économie des données, c'est l'économie du calcul en réalité. Et donc, dans une utopie qui était philosophique, spirituelle, en fait, on a vu arriver la centralisation, la privatisation et le calcul permanent autour de l'économie, alors de l'attention, ça je l'ai mentionné plusieurs fois, c'est-à-dire essayer de vous prendre le plus de temps possible pour vendre de la publicité. Du temps de cerveau disponible. Du temps de cerveau disponible, comme disait un ancien patron de chaîne de télévision. Mais cette économie de l'attention, c'est pas une invention du numérique, c'est quelque chose qui a été, je crois, le premier texte universitaire dessus, c'est 1969. Avec un chercheur qui disait notre temps, c'est comme de la salade. Donc, les gens qui veulent capter notre temps d'attention, c'est comme des lapins. Donc, dans un monde où il y a beaucoup de lapins, il y a peu de salade disponible. Et aujourd'hui, il y a des énormes lapins qui tout puissants, qui mangent notre peu de salade disponible. Et donc, alors qu'on n'a jamais eu autant de temps libre, on a l'impression aujourd'hui que le temps nous manque. Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, je voudrais citer quelques chiffres que vous citez dans votre livre qui sont assez parlants, parce que votre livre s'appelle Submersion. Et c'est vrai que ce qui est frappant, c'est quand on voit ces chiffres, on est effaré. Donc, je le disais dans l'introduction, nous touchons notre téléphone mobile plus de 600 fois par jour. 600 fois par jour. Oui, mais donc, tout le monde me dit... Lavez-vous les mains parce que... Oui, mais moi j'ai fait le calcul en ce qui me concerne, c'est plus que 600 fois en fait. Ça va très très vite. La moitié des habitants du Royaume-Uni passent plus de 11 heures par jour devant leur écran. La production de données augmentera de 40% par an de 2023 à 2028. YouTube propose 500 heures de nouvelles vidéos chaque minute. Il faudrait à chacun de nous 30 000 ans pour regarder la production d'une année. Je vous recommande d'ailleurs le Club ID sur YouTube, si vous avez un peu de temps. Est-ce que, Muriel Popa-Fav, je voulais vous demander, est-ce que pour vous, le mot de submersion qu'emploie Bruno Patino, il vous paraît juste pour décrire ce qu'on vit Alors, en tant que lectrice, j'avoue que le premier chapitre d'Éluge ne m'a pas donné de sensation de submersion. Mais je parle en lecteur éclairé. Néanmoins, le deuxième sur le calcul, là, m'a parlé beaucoup plus du fait de mon passé dans la recherche. Et j'avoue que je dois vous remercier parce que j'ai compris une définition que donne Nietzsche dans Ainsi parlait Zarathustra de l'ami. J'avais jamais compris pourquoi il utilisait le terme de liège. Je vous cite la citation parce que je ne suis très mauvaise en par cœur. Je et moi sont engagés dans un dialogue trop véhément. Comment serait-il supportable s'il n'y avait pas un ami ? Le tiers est l'ami, il est le liège qui empêche le dialogue de sombrer aux abîmes. Hélas, il y a toujours trop d'abîmes pour le solitaire. Et déjà le mot liège, déjà le liège flotte, donc c'est la première chose. Si Zarathustra était écrit aujourd'hui, peut-être que ça serait je et la caricature de moi-même sommes souvent engagés dans un dialogue véhément. Et les abîmes seraient la submersion. J'ai trouvé ça très éclairant parce que je trouve que la question de l'ami et de la rencontre humaine qui est quand même en trame à travers vos pages, si je ne me trompe pas, et pour moi un antidote à cette submersion. En même temps que je l'éprouvais, la submersion, en lisant le chapitre calcul, je ressentais, par le fait juste de cette association toute simple avec la citation de Nietzsche, une sensation de dire, là, il y a un antidote. L'amitié serait l'antidote à la submersion numérique.
Je pense que c'est la relation humaine qui est celle qui, à mon avis, est vraiment en danger dans cette relation, dans cette submersion. C'est que, tout comme avec l'arrivée de ChatGPT, le langage et l'interaction langagière peut se faire sans un humain. Il y a très clairement quelque chose qui émerge dans une grande étude longitudinale de Harvard depuis 38 ou 35, 38. On a évalué quels étaient les facteurs principaux de la santé et du bonheur d'un nombre conséquent de personnes. Et ce que ça révèle, c'est que c'est la qualité des relations humaines et du tissu de relations humaines qui sont les facteurs principaux de la santé et du bonheur chez les personnes participant à cette étude. Je trouve que c'est ça qui est en jeu dans ce changement anthropologique qu'amène le fait qu'il y ait une machine qui parle qui simule, dans l'idée du simulacre, qui simule de façon convaincante une interaction langagière. Ça veut dire qu'on aura moins de relations humaines en pourcentage. On en a déjà moins, peut-être. Mais ce que vous dites aussi, Bruno Patineau, c'est qu'il y a aussi une rupture qui n'est pas tant d'ailleurs l'invention Internet. Enfin, c'était une première rupture, mais une deuxième rupture, c'est l'invention du smartphone en 2007-2009. En quoi ça change tout, le smartphone? En fait, le smartphone amène une chose dont on se rend pas... Deux choses en réalité, mais qui sont intrinsèquement liées. La première chose, c'est la connexion permanente. C'est-à-dire que l'air de rien, même dans l'univers, si vous regardez l'univers des médias, c'est toujours... vous ne pouvez pas utiliser un média à tout moment de la journée. Il ne vous sollicite pas. Vous allez vers lui, ou vous vous mettez devant lui sur votre canapé 3 heures par jour, quand c'est la télévision. Ce qu'on n'a pas vu quand le smartphone a été inventé, moi je me souviens très très bien du moment où le smartphone est inventé. On a déjà des téléphones portables, ce n'est pas du tout l'invention du téléphone portable, il est partout. On ne se rend pas compte que tout d'un coup, on a cette connexion permanente qui, en plus, a une capacité de nous solliciter, de vous dire « Ouh, ne m'oublie pas, je suis là, etc. » Et que donc, la compétition pour le temps, si j'ose dire, ça n'est pas seulement devenu la compétition pour le temps disponible, le temps de transport, etc., mais la compétition pour l'ensemble du temps, j'allais dire, préhensible, c'est-à-dire 24 heures sur 24. Pendant votre sommeil, il y a 41% des Français qui consultent leur téléphone portable pendant la nuit. Au moins 1 ou 2 fois. Certains se lèvent pour ça, on appelle ça des veilleurs sentinelles. D'autres, de temps en temps, le laissent près de leur table de nuit. J'imagine que ceux qui nous regardent ont au moins passé une fois un repas en famille où quelqu'un regardait son téléphone portable alors que ça aurait semblé, inenvisageable quelque temps avant. Je crois qu'on ne peut plus faire de réunion de travail aujourd'hui sans qu'au moins la moitié des gens soient sur leur téléphone portable. Et pour ceux d'entre nous qui enseignent, je ne dis même pas ce qui se passe quand on a face à nous des étudiants qui sont tous connectés. Mais c'est la logique. Le smartphone, c'est l'Internet mobile, donc c'est la connexion permanente. Et avec la connexion permanente vient, pour moi, l'accessibilité absolue d'un certain nombre de choses. C'est-à-dire que l'Internet 1.0 que j'ai, hélas, ou heureusement l'âge d'avoir connu, c'est un Internet qui ressemble à un Minitel. Vous avez des forfaits Internet par mois. Même au tout début, vous payez pour Club AOL, Club Internet ou AOL, vous payez à la connexion. Donc, vous êtes dans une espèce de connexion utile. Vous savez, vous avez 1 heure, vous allez vous connecter, etc. C'est le rapport, ceux qui ont connu le Minitel s'en souviennent. Tout d'un coup, non, c'est là. Et donc, tout d'un coup, cet endroit qui rend tout accessible a aussi les moyens de vous solliciter et donc, potentiellement, de vous envahir. Et encore une fois, ils cherchent à le faire non pas pour des raisons idéologiques, mais pour des raisons économiques, parce que même votre temps de sommeil est du temps potentiellement commercialisable. Donc le smartphone est une vraie rupture, parce que l'Internet, c'est la création du réseau, et le smartphone, c'est la création, j'allais dire, de l'économie du temps à l'ère numérique. C'est-à-dire que vraiment là, notre temps, et donc nos données, commencent à avoir énormément de valeur, parce que 24 heures sur 24 peuvent être potentiellement commercialisées. Je voudrais qu'on parle maintenant de l'intelligence artificielle, un mot qui lui-même évoque beaucoup d'enjeux. On en a beaucoup parlé, notamment au printemps dernier, quand les versions de ChatGPT ont commencé à être connues du grand public, et où il y a eu tout un attrait médiatique sur cette révolution ChatGPT, cette révolution de l'intelligence artificielle, qui était en germe depuis longtemps.
Je voudrais vous poser une question simple, Muriel Popa-Fab. En quoi cette intelligence artificielle, ces outils comme ChatGPT, changent vraiment la donne par rapport à ce qu'on a pu connaître jusqu'à présent? En quoi est la révolution? Alors, moi, je dirais que techniquement, il n'y a pas vraiment de révolution en novembre dernier, prochain non plus. Prochain peut-être, on verra. En tout cas, novembre dernier, c'est clair. Et je pense que la question de la révolution, franchement, c'est l'histoire qui le dira. Qu'il y ait un point de non-retour dans le fait que des centaines de millions de personnes se sont rendues compte que la machine était fluide en langage, ça, je le pense. Et je situerai le changement plutôt d'un point de vue de la perception que nous avons de ce que c'est être un homme. Et de cette perte du primat langagier, entre guillemets, je pense que va naître une sorte de nouvelle envie de découvrir vraiment l'humain. Moi, c'est comme ça que je le perçois, c'est-à-dire qu'il y aura de toute façon, d'une façon ou d'une autre, l'envie d'être particulier par rapport à la machine. Si vous voulez, le biais que beaucoup ont à anthropomorphiser ChatGPT, enfin le produit ChatGPT, parce qu'il est bon en langage, pour moi, dérive plus d'une diminution de ce qu'on pense être l'humain, que d'élever sur un piédestal la machine. Et cette espèce d'écart, pour moi, va se résoudre forcément par une redécouverte de l'exceptionnalité d'un enfant de 8 mois qui est capable de dire la différence entre mange la fraise, le la en tant qu'article, et je la mange. Un enfant de 8 mois. Pas 18, 8 mois. Donc, si vous voulez, il y a quelque chose d'exceptionnel dans l'humain, dans le langage. Je prends l'exemple du langage parce que c'est sur ça qu'on évalue ChatGPT. Et c'est cette redécouverte de l'exceptionnel de l'humain, pour moi, qui... En quoi l'humain reste exceptionnel qu'est-ce qui différencie encore cette intelligence humaine de cette intelligence artificielle? Beaucoup de choses. Un exemple tout simple, si vous demandez aujourd'hui, j'aime pas beaucoup induire en erreur la machine parce que c'est un jeu auquel tout le monde s'essaye, mais si vous prenez aujourd'hui une simple tâche comme demander d'écrire une phrase avec des mots qui ne sont pas présents dans la Bible. C'est un challenge honnête envers la machine parce que la Bible est présente sur Internet en un nombre de traductions absolument incroyables avec des versions liées aux différents cultes et que c'est vraiment sûrement un objet que la machine a rencontré plusieurs fois dans son entraînement. Vous n'avez pas de bonne réponse alors qu'un humain se placerait tout de suite parce qu'en fait, il y a une question par rapport à la résolution du problème, à se hisser, par exemple, quand je donne des cours ou je donne des conférences, je demande au public de s'essayer à résoudre ce problème. Et très spontanément, tout le monde dit turbocompresseur, enfin, faire des phrases avec tout ce qui a été inventé après la date d'édition de la Bible. Ça serait spontanément une façon de résoudre le problème. Mais vu que la machine actuellement est un système sophistiqué de calcul statistique de mots, qui sont plus ou moins probables selon les mots qui précèdent, vous êtes dans une situation où vous avez la pièce que tu dois absolument lire et vous devez prédire la fin, et pièce et lire vont vous indiquer, ces deux mots ensemble, statistiquement, vont vous indiquer que vous devez plutôt aller vers du théâtre et que ce n'est pas une pièce d'un appartement, ce n'est pas une pièce de monnaie. Parce que vous avez lire. Et donc, ce que fait la machine, au fur et à mesure, c'est calculer statistiquement quel est le mot le plus probable sur la base de ce qu'il a déjà vu. Donc, vous êtes dans une situation où vous n'êtes pas encore dans le niveau de sophistication de la résolution de problèmes, à moins d'avoir entraîné la machine sur cette résolution de problèmes en phase d'entraînement. Donc, si vous voulez, on est encore dans un système statistique de probabilité. Moi, je suis assez sur la révolution. Je suis d'accord sur beaucoup de points, peut-être un peu moins optimiste sur votre conclusion, mais sur le point que ChatGPT n'est pas une révolution technologique, ça c'est clair,
que ça étend encore le domaine du calcul, ça c'est une évidence, c'est-à-dire que ce qui est produit par une intelligence artificielle, c'est produit par le calcul. Et donc il y a une très grande différence, effectivement, entre l'humain et le calcul. De mon point de vue, enfin, quand j'en parle dans Submersion, je dis juste une chose. Moi, je suis quand même, et on le voit quand on parle de fatigue informationnelle, par exemple, les gens qui s'informent de moins en moins parce qu'ils se considèrent comme trop informés. On voit aussi, dans l'univers qui est le mien, de l'audiovisuel ou autre, qu'à un moment donné, quand on nous propose trop d'options ou trop de choix, on n'arrive plus à faire notre choix. Que c'est plus facile de choisir entre 6 chaînes de télévision qu'entre 41 000 programmes sur une plateforme. Qu'il est plus facile de choisir entre 15 CD qu'entre 100 millions de titres disponibles sur Apple. Et que donc tout ça provoque une certaine fatigue et justement le fait d'aller chercher vers le calcul la solution à la fatigue. C'est-à-dire en fait notre volonté. On délègue à l'algorithme le choix. Et que le problème, je rejoins sur, et merci de l'avoir cité, c'est que évidemment l'algorithme n'a qu'une version calculée de nous-mêmes et toute version calculée de nous-mêmes est forcément une caricature de nous-mêmes. C'est-à-dire que oui, ça nous approxime, d'une certaine façon ça connaît une partie de nous, mais ça ne nous reconnaît pas en tant qu'humains, ça ne permet pas forcément la surprise, la révélation, la quête, de ne pas trouver ce qu'on cherche ou de trouver ce qu'on ne cherchait pas. Mais dans le domaine quand même de la production aujourd'hui, ce qu'on voit arriver, et là-dessus je suis assez d'accord sur ce qui a été dit, c'est que si on considère aujourd'hui que, ce qui est mon cas, on a déjà un déluge informationnel, on a déjà un déluge de vidéos, d'audio, de sons, l'arrivée de l'intelligence artificielle va amplifier considérablement encore tout ce qui est produit. On le voit arriver. Il y a désormais, alors pratiquement aujourd'hui, toute création culturelle, entre guillemets, est assistée par l'intelligence artificielle, de plus en plus. On voit que pour un certain nombre de produits, entre guillemets, ça va être produit directement par intelligence artificielle. Et donc ça veut dire que ce flot-là va continuer, va s'accroître, que la difficulté de se repérer, de choisir, de ne pas céder au calcul comme approximation de nous-mêmes, va continuer. Et moi, ce que je crois, je me permets de citer un vieux roman, peut-être le premier roman qui a existé d'ailleurs avec Don Quichotte, qui a été écrit, et c'est important de le savoir, quelques années, un siècle, on va dire un peu plus d'un siècle, après l'invention de l'imprimerie quand même. C'est-à-dire qu'au moment où les livres commencent à circuler énormément, donc vous allez me dire la submersion c'est ancien, oui mais ça s'accélère. Donc au moment, puisque Don Quichotte est quelqu'un qui finalement est submergé par les romans de cavalerie qu'il lit, et qui finit par ne plus arriver à distinguer la réalité de la fiction. Donc je dis juste, pour reprendre la métaphore littéraire, est-ce qu'on n'est pas tous en train de devenir des Don Quichotte, et à l'heure des intelligences artificielles qui produisent, cette espèce de mécanisme où le discernement devient de plus en plus compliqué risque de nous arriver. Alors, il y a des pistes, encore une fois, mais je crois qu'effectivement, on est rentré là-dedans. L'espérance que je partage là avec Muriel, c'est qu'effectivement, ça va nous faire revenir vers l'humain, mais d'un autre côté, on peut s'apercevoir qu'une partie de nous-mêmes, une partie de moi-même sans doute, adore ce mécanisme hallucinatoire de submersion et d'absence de discernement entre la réalité et la fiction. Donc on est partagé entre les deux choses, c'est-à-dire le vertige à un moment donné du carrousel stroboscopique, et l'autre en se disant oui mais quand même ce qui est produit par un être humain est à nul autre pareil. Et juste pour terminer, on voit arriver l'émergence des outils de dialogue avec les défunts. Oui, justement, je voulais... Donc, ça nous amuse au départ. Moi, ça m'amuse beaucoup d'entendre Johnny Cash chanter Barbie Girl. Bon, on sait bien qu'il n'a jamais chanté Barbie Girl. L'intelligence artificielle le produit de façon formidable. On a l'impression qu'on entend Johnny Cash chanter Barbie Girl. Mais je suis évidemment beaucoup plus pris de vertige quand j'entends se développer les IA qui vous permettent, à base d'enregistrement d'un de vos proches qui est décédé, d'avoir un dialogue, alors certes pas humain, certes calculé, certes totalement prévisible d'une certaine façon, mais en même temps, est-ce qu'une partie de nous-mêmes n'a pas envie d'y céder ? J'en sais rien. Et vous citez d'ailleurs les... Pardon, oui. Peut-être que sur la disruption, je rejoins Bruno sur cette question d'être en communication sans être en communication, de ce mouvement graduel à partir des réseaux sociaux qui a atteint son paroxysme avec ChatGPT, parce qu'on pose des questions
on lit des écrits qui ne sont pas d'un écrivain. Quand ChatGPT sera multimodal, avec de la voix, il est déjà, on va entendre quelque chose qui est dit, qui est communiqué sans être dit. Donc on se retrouve dans une situation assez absurde d'un écrit sans écrivain. Et néanmoins, il faut dire que dans le monde du travail, ces outils peuvent permettre une efficacité assez redoutable dans tout ce qui est résumé, dans tout ce qui est écriture de rapport. Et en effet, je pense qu'on a beaucoup moins de mal à corriger une sortie de ChatGPT que de corriger la sortie de quelqu'un d'humain. Donc il y a quand même un travail qui va se faire au fur et à mesure de se rendre compte que ce n'est pas un écrit, mais que c'est une sortie computationnelle ou un output computationnel, et que l'expérience humaine de se rendre compte qu'on n'a aucun mal à hacher du texte de ChatGPT, alors que si on lit quelque chose qui a été produit même par des étudiants pas attentifs, on a quand même envie d'aider à transformer la phrase ou faire quelque chose Donc il y a quand même de tout après la sidération. Je pense qu'on arrive à une façon de considérer ces sorties langagières de façon beaucoup plus industrielle. Et est-ce qu'on n'a pas, vous avez le même optimisme concernant ce qu'on appelle aujourd'hui le deepfake, c'est-à-dire la manière dont en fait l'intelligence artificielle est employée pour parler de faire parler les morts, mais pour faire parler par exemple des personnalités encore vivantes, des célébrités, pour transformer des images, accoler des sons à des images pour faire parler des gens. On a même vu récemment en une de Libération une image de deepfake qui était une image d'un enfant, d'un bébé dans des ruines qui était porté par un manifestant pro-palestinien, qui était une image qui avait été générée par l'intelligence artificielle, donc qui n'a jamais existé et qui était censée figurer un enfant à Gaza. Est-ce que c'est inquiétant ce phénomène effectivement de deepfake produit par l'intelligence artificielle ? Oui, je pense que c'est inquiétant. Dans les réflexions que je suis amenée à faire au Conseil de l'Europe dans l'écriture de certains rapports, il y a beaucoup en note de fond la question de la démocratie. La spécificité des droits de l'homme, la règle de droit, la spécificité du Conseil de l'Europe. Et j'avoue que je n'ai pas encore la définition que j'aimerais, mais je pense qu'il y a un vrai lien très fondamental entre les faits et la démocratie, au sens que les faits sont vraiment l'essence, le moteur de la démocratie. Ils sont la matière brute à partir de laquelle on peut diagnostiquer les problèmes de façon collective dans une démocratie, pour après trouver des solutions, elles aussi, qui émergent d'un débat démocratique. Dans le processus, je pense que le deepfake est problématique à l'étape du diagnostic, à l'étape des faits. Si on laisse derrière nous les faits, on se retrouve dans une situation où on va forcément, à un moment, choisir ce qu'on veut croire. Et c'est ce problème de vouloir croire, à mon avis, qui est impliqué dans le deepfake. C'est que c'est non seulement le fait d'avoir une image générée, mais d'y adhérer. Et donc, quand je lisais vos pages, parce que vous avez un exemple exceptionnel sur ce concert de ABBA. Oui, tout à fait. Avec des avatars 3D. Et vous décrivez de façon très intéressante le moment, le début du concert où tout le monde est un peu dans une latence, ne sait pas trop quoi penser de tout ça. Et puis après, finalement, décide de faire comme s'ils étaient là et profitent. Et vous avez cette phrase où vous dites que vous écrivez, ce n'est pas par ignorance, mais par envie. Bien sûr, c'est-à-dire que Et ça, pour moi, c'est le mécanisme du deepfake. Et ça m'a fait penser à une étude de Théodore Adorno des années 50 sur les rubriques d'astrologie. Et donc Adorno souligne qu'en faisant l'étude même sociologique des lecteurs, en les rencontrant, c'était pendant son exil aux États-Unis, il souligne que les personnes n'adhèrent pas forcément au système astrologique, mais par contre, ça correspond à un besoin psychologique
et qui répond, et l'offre astrologique répond aux besoins. Et donc, on ne se pose pas de la question de la justification du système qui est sous la rubrique astrologie. Et je pense qu'il y a quelque chose comme ça dans le deepfake, et qu'il y a aussi quelque chose comme ça dans les applications de dialogue avec les défunts. C'est-à-dire que le problème est la satisfaction de mon besoin psychologique de dialogue. Et c'est une hyper-focalisation sur le besoin et un passé, mettre de côté la question de la réalité. Oui, mais en grande partie, là je suis d'accord. C'est-à-dire qu'on voit bien, si vous voulez, que tout l'univers numérique, en réalité, on pense que les gens croient ce qu'ils voient, mais en réalité, l'univers numérique vous permet de voir ce en quoi vous croyez. Tous les biais cognitifs qui ont été étudiés, etc. On a tous fait des expériences avec des étudiants en mettant 2 mots à part. Vous savez, il y avait un groupe comme ça très drôle qui avait démontré que les chats étaient à l'origine de la majorité des complots de l'univers. Et vous pouviez démontrer, non, je suis très, très, très sérieux, vous pouviez démontrer en ligne, avec les sites que vous trouviez, que en fait, les chats avaient construit les pyramides, mais les chats aussi avaient provoqué les grandes catastrophes, les révolutions et autres, et qu'en fait, on était tous gouvernés par un complot ourdi par des chats. Donc, si vous pouvez le montrer pour des chats, vous pouvez le montrer à peu près, ou le démontrer, entre guillemets, je mets des guillemets à démontrer. Ça, c'est tout à fait vrai, et c'est tout à fait vrai que si vous voulez, la production aujourd'hui permet à chacun, et l'IA va démocratiser encore cette production de faux, parce que c'est ça qui se passe. C'est-à-dire qu'en réalité, quand Adorno parle des horoscopes, il y a une dizaine de journaux qui font des horoscopes par jour. Puis à un moment donné, avec les deuxièmes niveaux où vous avez la copie possible et la viralité totale, tout ça circule énormément. Et aujourd'hui, avec les IA, à peu près tout le monde peut produire un deepfake. Vous allez sur DALL-E, vous pouvez mettre une photo. Je peux me mettre en train de marcher sur les eaux et puis c'est parti, quoi. Donc là, ça va la démocratiser beaucoup plus. Donc il y a aussi une question de volumétrie. Et quand on regarde ce qui se passe ces jours derniers, d'ailleurs, il y a eu déjà, moi je mentionne dans le livre ce qui s'était passé dans un certain nombre de pays africains ou avant, on voit que justement la production de faux par des machines, par des robots, par des IA dans les lieux de débat, qui sont devenus des lieux de combat, aujourd'hui certes permet aux gens de voir ce en quoi ils croient, mais exacerbe la réaction émotionnelle de premier niveau. Et en réalité, là où je suis évidemment totalement d'accord, c'est qu'il n'y a pas d'espace public aujourd'hui sans information, et il n'y a pas d'information sans de réalité factuelle. Donc à partir du moment où tout est produit, où vous ne savez plus ce qui se passe, il y a aussi quand même quelque chose qui va au-delà de la volonté des gens de croire, parce que je me permets juste peut-être 10 secondes, puisqu'on parlait de crédulité qui est le cœur du débat. Il y avait cette étude très, très intéressante qui a été faite à un moment donné. Vous savez, quand Orson Welles s'amuse à mettre en scène La guerre des mondes d'H.G. Wells sur la radio CBS, le lendemain, le New York Times publie qu'il y a eu des mouvements de panique, que les gens ont cru que les extraterrestres étaient arrivés, etc. Il y a quelques années, un chercheur américain a décortiqué tout ce qui avait eu lieu, tout ce qui avait eu lieu dans les commissariats, les courriers reçus, etc. Et en fait, sa grande trouvaille, qui me semble intéressante, c'était que pratiquement tous les courriers reçus par CBS, c'était des auditeurs qui disaient « Moi, j'y ai pas cru, mais mon voisin a dû y croire. » Donc, vous êtes absolument irresponsable. Sous-entendu, moi, je ne suis pas crédule, mais tous les autres autour de moi sont crédules. Et si vous regardez bien aujourd'hui ce qui se passe dans, me semble-t-il, une sorte de dégradation de l'espace public, il y a certes la crédulité individuelle qui est assez limitée, puisque moi, je crois qu'effectivement, on ne peut plus dire que c'est de la crédulité quand on veut juste avoir une confirmation de ce à quoi on croit. Mais si vous pensez que tous les autres autour de vous sont crédules, alors il n'y a plus de débat possible non plus. Il nous reste un peu de temps, j'aimerais qu'on passe à la question des solutions, si ce n'est des solutions, en tout cas des pistes pour faire face justement à ce déluge. Alors est-ce qu'il faut construire une arche pour échapper au déluge? Est-ce qu'il faut interdire? Est-ce qu'il faut réguler? Vous citez Bruno Patino à la fin de votre ouvrage, cette phrase de Paul Valéry. Il faudra bien construire. C'était, je crois, en 1931, je crois. Donc on était presque il y a un siècle, et déjà il voyait la submersion
à travers la presse. Vous pouvez même dire que le livre commence par une citation de Diderot qui voyait déjà la submersion par les livres. Voilà. Donc, et Valérie dit « Il faudra bientôt construire des cloîtres rigoureusement isolés où ni les ondes ni les feuilles n'entreront, dans lesquels l'ignorance de toute politique sera préservée et cultivée. » Alors, est-ce que vous croyez à cette possibilité de cloître, de retrait, c'est-à-dire de dire « Bon, maintenant, sortons de ces réseaux sociaux, coupons-nous de ce monde numérique. Est-ce que c'est une solution envisageable ? Je cite ça pour dire que j'y ai longtemps cru, enfin longtemps depuis quelques années, et qu'aujourd'hui j'y crois plus. C'est-à-dire, je crois qu'il faut naviguer la submersion, naviguer le fait qu'on sera entouré d'images fausses, de textes émanant de calculs, qu'on vivra au milieu des fictions, des êtres fictionnels, voire des récits de fiction. Donc je suis absolument convaincu qu'on bricole tous des moments, j'allais dire, de retrait. On enlève les alertes, on dit à tel moment ou à tel lieu on se déconnecte. Je suis un ardent partisan de la régulation. Je crois juste que c'est pas suffisant. C'est-à-dire, je pense qu'aujourd'hui, de la même façon que, bon, c'est une tarte à la crème de le dire, mais c'est quand même important de le dire, l'imprimerie a porté en elle deux choses. Il n'y a pas de déterminisme technologique. L'imprimerie, si vous êtes totalement négatif, vous dites, mais attendez, ça a été la crise des libelles, des guerres civiles, des guerres de religion, et puis d'autres vous diront, attendez, non, c'est les Lumières, c'est l'encyclopédie, c'est la démocratie moderne, et tout ça est tout à fait vrai dans les deux sens. Je pense qu'on est dans ce moment bizarre où on a cette rupture qui est à peu près aussi forte ou identique que celle de 1450. On voit que l'utopie est loin. Je ne suis pas sûr qu'on soit dans le cauchemar actuel. Donc on est dans ce moment de tâtonnement. Je pense que, c'est pour ça que je me permets cette phrase un peu de dire, il va falloir former autant de philosophes que d'ingénieurs. C'est-à-dire, je pense qu'il faut qu'on apprenne avec les notions de discernement, avec les notions de confiance ou autres, à effectivement vivre entouré par un déluge de messages qu'on n'arrive pas à arrêter, entouré par le faux, entouré par la fiction, et arriver à retrouver quand même, et entouré par le calcul, et retrouver quand même justement la relation à l'humain qui était mentionnée. Muriel Popa-Fabre, vous, c'est votre métier d'essayer de trouver de conseiller. De la régulation, enfin, pour réguler, mais de conseiller. Est-ce qu'on oppose parfois justement une Amérique qui serait très très libertaire, qui laisserait un peu faire, à une Europe qui, elle, voudrait réguler à tout prix? Est-ce que c'est vrai, cette opposition? Est-ce que tout le monde, aujourd'hui, cherche à réguler l'intelligence artificielle et les réseaux sociaux? Tout le monde cherche à les réguler. Et la Chine est très avancée. La semaine dernière, et d'ailleurs, la clôture des débats s'est passée juste hier sur les standards pour pouvoir évaluer les IA génératives. Donc, la Chine a non seulement créer des lois, mais à déjà travailler à l'implémentation, à trouver des solutions techniques pour pouvoir notamment donner au ChatGPT chinois les règles qu'il faut pour que les valeurs du socialisme soient inculquées à la machine et qu'elles puissent être diffusées. Donc, de façon générale, et tout le monde veut réguler. Les États-Unis, on a eu un accord le 8 septembre au Sénat, un accord bipartisan. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a une convergence sur la question d'organiser des systèmes de licence, un peu comme pour le médicament. C'est-à-dire que quand on travaille sur un système d'IA au risque, on va avoir un système de licence avec un chiffre à exposer et pour pouvoir travailler sur cela. Et ça va impliquer des rapports annuels d'impact sociaux, des rapports annuels d'impact environnemental. Donc, il y a, de façon générale, la gouvernance se saisit du sujet de façon plus ou moins stricte. Et je dirais que c'est étonnant combien les citoyens parlent peu de ces règles et de ces négociations, de combien ces négociations finalement sont à huis clos. Et une autre chose, c'est qu'on voit émerger le besoin, par contre, ça on le trouve aussi dans tout ce qui est statistique et questionnaire, et le besoin de la part de la société de transparence. C'est-à-dire qu'on sort un peu du modèle où on achetait un aspirateur et on ne voulait pas savoir comment il marchait, l'essentiel c'est qu'il attrape de la poussière, à se rendre compte que finalement les algorithmes sont des machines assez
assez redoutable en termes de capacité de trouver des régularités partout et que très probablement on va se retrouver peut-être à l'époque des Lumières, on va essayer de faire comprendre le fait que les encyclopédies étaient peuplées d'images, c'était pour vulgariser, c'est de faire comprendre un peu comment marchent ces machines, c'est un peu le travail que je fais. Et je dirais aussi que la régulation n'est pas la seule réponse. Sur ça, je vous rejoins sur la question d'un besoin culturel. J'ai bien aimé le terme de renaissance, mais par contre, je m'écarte par rapport à l'idée de devoir déplacer le curseur de la science aux humanités. Je serais plutôt pour une version vraiment de la Renaissance. Où en fait, elles sont, pardon, je veux pas, où elles sont en fait, elles s'intègrent. C'est-à-dire l'idéal d'un intellectuel vraiment à 360 degrés, qui serait capable en fait de faire ce travail difficile, cette gymnastique difficile à laquelle oblige l'intelligence artificielle, c'est-à-dire à la fois d'avoir une vision à grande échelle, comme on l'aurait d'un avion où on découvre le tissu urbain et la structure du tissu urbain, et à la fois à l'échelle de l'individu qui marche dans la rue et qui ne sait pas que le tissu urbain a un quart d'homme et un décanum ou de ce type de choses. Cette gymnastique à laquelle oblige le fait d'avoir un système qui agit à grande échelle, comme l'intelligence artificielle, avec des calculs extrêmement sophistiqués, et le besoin humain de relations sociales, de compréhension, de transparence. Je pense qu'il y a cette renaissance possible de se rendre compte que désormais on ne peut plus être que scientifique, on ne peut plus être que philosophe et qu'il faut mettre les mains à la pâte. Mais est-ce qu'il ne faut pas aller plus loin que la régulation ? Est-ce qu'il ne faut pas aller jusqu'à l'interdiction, en tout cas des règles plus sévères, quand on voit par exemple que la Chine effectivement a interdit une partie des réseaux sociaux à sa jeunesse, notamment TikTok. En tout cas, l'a régulé. Ils ont le droit, je crois, à quelques heures par semaine de TikTok. Réseaux sociaux qu'ils ont eux-mêmes inventés et que notre jeunesse, dont notre jeunesse est abreuvée. Est-ce qu'on n'est pas trop naïf en Europe en disant, là maintenant, en tout cas pour la jeunesse, parce que les adultes c'est encore différent, mais est-ce que notre jeunesse ne devrait pas être davantage préservée de façon peut-être plus coercitive de ces réseaux, parce que l'éducation peut jouer un rôle, mais notamment dans des milieux populaires, dans des milieux qui n'ont pas forcément accès à cette distance par rapport au numérique. Est-ce qu'il ne faut pas à un moment que l'État mette le point sur la table ? Moi, je ne suis pas un chaud partisan des mesures coercitives. Je pense que En revanche, je suis un chaud partisan de ce qui a été décrit là, c'est-à-dire de la responsabilité algorithmique, de la compliance, ou peu importe comment on l'appelle, c'est-à-dire que les acteurs soient tenus pour responsables des effets de ce qu'ils mettent sur le marché, y compris quand vous avez des algorithmes... Alors vous avez vu qu'il y a un certain nombre d'États nord-américains là en ce moment, il me semble que c'est 41, mais c'est à vérifier, qui poursuivent Meta, donc l'entreprise de Facebook, pour mise en danger de l'enfance. Une poursuite dont on sait que juridiquement elle est très ténue. Moi je ne suis pas juriste, mais si j'en crois, mais on voit bien que la société se situe de ça. Normalement, moi je ne suis pas opposé à un passeport numérique qui limite à une certaine, qui rend accessible à partir d'un certain âge. Normalement, ça devrait être le cas, un certain nombre de réseaux sociaux, que je ne suis pas fanatiquement favorable au fait que les écoles soient connectées à l'intérieur, mais sur une coercition générale et sociale, je vous suis pas entièrement. Mais je voulais juste redire, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, parce que je suis entièrement d'accord avec ce qu'a dit Muriel, c'est-à-dire, je mentionne justement la fameuse conférence de Charles Percy Snow en 1959 en disant l'Occident vit avec un drame, c'est la séparation d'un côté du raisonnement scientifique et l'autre du raisonnement humaniste, et donc je crois, les deux cultures, effectivement. Je crois qu'effectivement on est dans une période qui rend nécessaire que cette frontière entre ces deux cultures s'estompe. Peut-être une dernière question, juste pour vous, Muriel Popa-Favre. Est-ce que certains prônent, pour mettre la pression un peu sur les GAFAM, de mettre en œuvre la propriété des données ? C'est-à-dire qu'en gros, on serait propriétaire de nos données et les grandes multinationales nous rétribueraient pour utiliser nos données. Est-ce que c'est une bonne idée ? Est-ce que c'est praticable ? Alors, vous avez 3 minutes. C'est une question de juriste et j'en fréquente de plus en plus, donc je vais citer un collègue. En fait, les données, quelque part, ne sont pas achetables en France.
Et est-ce une rémanence de l'idée d'ontologie dans le monde digital? Je ne sais pas. Mais il y a quelque chose qui se fait déjà aujourd'hui dans la marchandisation des données, comme celle que j'ai décrite au tout début, des clics, des likes et tout. Je ne sais pas si l'argent peut résoudre le problème, au sens que, certes, ça serait une soumission volontaire, mais je pense que la donnée est quelque chose de beaucoup trop manipulable pour qu'elle se rentre dans le régime de l'achat. Je trouve que c'est quelque chose de très européen de ne pas aller dans ce sens-là. Il y a aussi un autre problème par rapport à la marchandisation de la donnée, c'est qu'en fait, on n'en est souvent pas conscient. Vous avez déjà lu toutes les conditions pour des cookies sur Internet. Non, alors est-ce qu'on rajouterait encore une ligne là-dedans? Est-ce que ça servirait vraiment la question de la liberté et du libre arbitre sur ce choix? Il y a quelque chose de très intéressant dans essayer de trouver des points de convergence entre gouvernance et technologie. C'est qu'en fait, souvent, la solution finale est ce qui fait la différence. C'est pas pour rien que, au niveau européen, on décide d'avoir un AI Office, donc de personnes qui ont la compétence technique de comprendre où est-ce que ce critère humain que l'on veut, toujours dans cette idée d'intellectuel global, où est-ce que ce critère humain, comme les droits de l'homme, s'insère dans une architecture comme ChatGPT, par exemple. Et donc ce travail, si vous voulez, de transcription dans la machine est un travail exceptionnel, je trouve, et fondamental. Sur les données, très rapidement, d'un point de vue collectif, le débat, c'est est-ce que les données sont un bien privé, un bien collectif, enfin donc un bien commun ou un bien public. Je pense que ça se discute, mais d'un point de vue individuel, aucune donnée ne vaut quoi que ce soit. C'est des milliards et des milliards et des milliards de données mises ensemble et en intelligence qui vaut quelque chose. Et donc s'il y a un mécanisme de liberté possible, c'est ce qu'on appelle l'opt-out, c'est de dire à un moment donné à une interface « ne connais plus mes données ». Encore que, elle n'a pas besoin de vos données pour vous calculer, en réalité. Elle a besoin de milliards de données à un moment donné de gens similaires comme vous. Voilà, mais cette commercialisation des données individuelles, là, je partage complètement ce qu'a dit Muriel. Je crois que... très bien, merci beaucoup en tout cas pour ce débat absolument passionnant et à mon avis d'avenir. Merci à tous les deux pour vos éclairages. Je rappelle le titre de votre livre, Bruno Patino, Submersion, c'est chez Grasset. C'est vraiment un éclairage, en plus écrit, je trouve, avec une plume littéraire, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les livres sur ces enjeux très techniques de l'intelligence artificielle, donc je le recommande. Merci à tous d'avoir suivi le club Figaro Idées. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour un nouveau club. Très bonne soirée.